J'ai donc finalement le plaisir d'accueillir notre invité pour ce soir, Dr Yassine Tagueldine, membre du Haut Comité du Parti d'Al-Wafd. Bonsoir, Dr Yassine. Bonsoir. Dr Yassine, l'émission ce soir est consacrée donc, on va en parler en détail de ces projets nationaux de développement. Comme je l'avais cité il y a quelques instants, le gouvernement est dans une course contre la montre pour la mise en œuvre effectivement de ces projets nationaux de développement, pour ces services qui pourraient bien sûr certainement améliorer la qualité de vie des citoyens égyptiens et des projets nationaux conformes au plan global de développement en Égypte. Avec, bien sûr, on va parler, pas très en détail, puisque nous ne sommes pas des spécialistes en produits chimiques, mais les dernières inaugurations et leur localisation stratégique ou géographique. Vous suivez certainement et de très près ces exploits par le gouvernement égyptien et ce temps record, ce rythme record pour les projets de développement. Commençons donc votre évaluation, où on en est aujourd'hui quant à l'exécution et la mise en œuvre de ces projets depuis même 2014-2015. Oui, en fait, moi, je n'aime pas tellement l'appellation projets nationaux. Oui. C'est l'infrastructure du pays, en fait. Il y a un développement constant de l'infrastructure du pays et c'est une bonne chose en soi. Oui. Mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier les autres choses, les autres secteurs, notamment l'éducation et la santé. Oui. Mais la stratégie actuelle, la stratégie du gouvernement actuel est de complètement s'aligner vers le développement de l'infrastructure. Et en soi, c'est bien de bien sûr développer les infrastructures, mais il ne faut pas négliger les autres. Donc les autres ne prennent pas assez d'importance. Bien sûr, on dirait que sur le plan théorique, il y a une théorie dans le développement économique qu'on appelle le développement déséquilibré. C'est-à-dire, comme on n'a pas la capacité de développer tous les secteurs à la fois, on choisit un secteur, puis un autre secteur, et un autre secteur, alternativement. Donc, visiblement, c'est ça qu'a choisi le gouvernement. Docteur Yassine, mais le gouvernement est sous les directives du président de la République. Les priorités ont été, bien sûr, l'infrastructure de l'Égypte. Oui, en fait, à mon avis, ce n'est pas le président qui est responsable. Qu'est-ce qu'il fait, le président? Le président donne. Il trace, il donne les directives. Il trace les grandes orientations. Les grandes orientations, il faut développer le pays. Développer le pays, comment? Il y a plusieurs méthodes de développement. Donc, la tactique ou la petite stratégie de développement est choisie par le gouvernement. Mais bien entendu, c'est très très bien de faire des infrastructures, de développer les infrastructures, notamment les infrastructures de transport en commun. C'est ça qui est très important. Et le transport de marchandises. C'est-à-dire tout effort pour la réforme des chemins de fer est sûrement bienvenu. Et également pour les routes, des liaisons entre départements, entre villes, là aussi c'est évidemment bienvenu et vraiment prioritaire, vu justement le nombre, enfin le volume de transport de personnes et de marchandises qui se développe à une vitesse extraordinaire, de manière exponentielle. Et donc maintenant les routes existantes commencent à être complètement bouchées. Donc c'est bien, bien entendu, c'est sûr que c'est bien de faire de nouvelles routes et tout cela. Et j'ai été franchement très heureux l'autre jour quand M. le Président a inauguré des projets industriels. Parce que ça faisait quelque temps qu'on n'a entendu plus de développer l'industrie. On parlait uniquement d'infrastructure. Mais le vrai développement économique et social d'un pays passe par l'industrialisation et de donner un coup de pouce à l'industrie. Et l'industrie en Égypte a vraiment besoin de ce coup de pouce. Oui, docteur Yassine, effectivement, jeudi dernier, le président il avait inauguré donc 2 usines d'affiliés de produits chimiques, Exactement. À part aussi les autres inaugurations par visioconférence. Aujourd'hui, on a besoin en Égypte de
d'être à la hauteur du marché local, des besoins du marché local. Le secteur de l'industrie, il avait aussi cité, le président Al-Sisi, que ce secteur avait besoin d'une plus rapide voie de se développer, le secteur industriel. Quels pourraient être donc ces principaux obstacles? Pourquoi il a commencé, le président, plutôt le gouvernement, je dirais, a commencé par le secteur de construction. Parce que quand même, on dit un proverbe en France, si la construction va, tout va. Oui. Parce que, effectivement, la construction encourage en même temps plusieurs industries et plusieurs métiers. Le ciment, les fers, les briques, les ouvriers, etc. etc. Oui. Mais ce n'est pas un développement durable. Oui. Mais donc, en fait, le gouvernement, visiblement, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette théorie, mais visiblement, ce qu'il veut faire le gouvernement, oui, c'est de pousser, et puis ça va entraîner les autres choses. Parce en embauchant des ouvriers de construction qui vont acheter, oui, donc ils auront un pouvoir d'achat, ils vont acheter des produits industrialisés, ça va encourager le développement de l'industrie. Mais malheureusement, il y a un décalage. C'est pour ça qu'il faut aussi en même temps encourager l'industrie, oui, sinon on est obligé d'importer. Oui, mais quand on inaugure les 2 usines d'affilée, usines engrais, ça c'est une très bonne chose. Pesticides, la superficie est 46 000 mètres carrés. On parle d'engrais, de pesticides, on parle de produits industriels, on parle de produits chimiques. Donc on a plusieurs secteurs clés de l'industrie égyptienne. En fait, cette usine des pesticides existait avant, depuis les années 60. Oui. Mais c'est une réhabilitation complète, comme si c'était une nouvelle usine. Donc, en fait, oui, c'est une nouvelle création pratiquement, parce que ça a été refait de fond en comble, cette usine. Et est-ce que vous pensez que ce genre d'inauguration, comment va-t-il contribuer à un développement global de l'Égypte et à long terme à un développement durable? Parce que, en fait, vous avez parlé d'un certain décalage, je n'ai pas assez compris. Oui, décalage. Non, pas nécessairement décalage, D'abord, ça c'est la grosse industrie, l'industrie lourde, ça fait un certain décalage, oui, parce qu'il faut plusieurs années pour mettre en place une usine. Pour la remettre sur les rails. Mais il nous faudra également encourager les petites et moyennes industries, la petite et moyenne industrie, qui consomment beaucoup de main-d'œuvre et donc qui absorbent les millions et millions et demi de jeunes qui viennent chaque année sur le marché de l'emploi. Parce que le chômage est un problème endémique en Égypte et dans tous les pays en développement, en fait, avec les changements de mode de vie, etc. Avec la surpopulation aussi. Avec la surpopulation également. Donc, si on résout, même partiellement, le problème du chômage, ce qui a été, le gouvernement a réussi à faire cela ces dernières années grâce au développement de la construction, mais malheureusement, ça ne peut pas être durable, comme je disais. Donc, il faut maintenant vraiment qu'on se concentre sur l'industrie qui fait des emplois durables d'un côté, et puis de l'autre côté, il faut choisir bien sûr l'industrie qui produit des choses utiles pour le pays, des choses possibles à exporter également pour compenser l'importation qu'on est amené à... Tout le monde maintenant, on ne peut pas vivre en autarcie complète, tout le monde exporte et importe. Donc il faut encourager les exportations pour pouvoir apporter plus. Oui. Et à votre avis, docteur Yassine, ici, c'est qui devrait assumer donc cette responsabilité pour, pas renouveler le secteur de l'industrie, mais pour booster ce secteur, pour, notamment après l'ouverture de plusieurs usines qui ont déjà été fermées? En fait, c'est surtout, je dirais, en fait, c'est surtout le rôle du secteur privé. Exactement. Où est le secteur privé? Surtout pour la petite et moyenne industrie. Mais il y a quand même le gouvernement un rôle très très important,
c'est de préparer un environnement sain et capable d'encourager et de permettre à cette industrie et ce secteur privé de se développer. Malheureusement, les obstacles dont on parle tout le temps aux investissements en Égypte continuent, et notamment la bureaucratie, etc., Oui, et c'est oui, peut-être pas maintenant oui. ni le temps, ni la possibilité. Je vais m'arrêter. Vous avez plus de 2 fois cité que pour booster ce secteur de l'industrie ou le secteur industriel en Égypte, il faut surtout mettre l'accent ou se concentrer sur les PME, les petites et moyennes entreprises. Et c'est déjà, justement, une des priorités du président Al-Sisi durant toutes les dernières inaugurations. Absolument. Il ne cesse de parler que du rôle des SMEs, des Absolument, PME. et encourager les jeunes et tout ça, bien sûr. Voilà. Et aussi sur le plan continental, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour l'Afrique. On parle aussi du rôle de ces PME en Afrique. Absolument, parce qu'il y aura une synergie. Et quand est-ce qu'on pourrait toucher, docteur Yassine, donc le fruit de... Malheureusement, l'administration ne suit pas. La bureaucratie égyptienne... Non, mais les PME, elles n'ont pas besoin de bureaucratie. Oui, non, on parle pas de... Quand même, ils ont besoin d'autorisation, ils ont besoin... Donc, il y a des inspections, il y a des impôts, il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup d'obstacles qu'ils doivent surmonter. D'accord. Je vais prendre une deuxième partie de ces inaugurations de cette semaine. Je vais m'arrêter sur les inaugurations d'hier. Hier, dans le gouvernorat de Suez et aussi au sud du Sinaï. Le Sinaï, une des grandes priorités. Le Sinaï est tellement marginalisé au cours des dernières années, même avant 2011. On parle surtout des services. On parle d'inauguration de nouveaux services dans le sud du Sinaï. Je vais m'arrêter sur les services pour améliorer la qualité de vie des citoyens et on pense aussi, quand on parle du sud du Sinaï, je pense tourisme, mais aussi je pense sécurité, je pense aussi à cette vie des Bédouins, je pense aussi au rôle des forces armées au sud du Sinaï. Comment vous avez suivi ces inaugurations d'hier? En fait, les services dans le Sinaï, le lancement, le développement des services dans le Sinaï date de plusieurs années. Oui. Date des années 80 même, je dirais. Oui. Et avec une grande réussite au début des années 2000. Sharm el-Sheikh était un centre touristique extraordinaire. Oui. Après, il y a eu des problèmes. Mais si vous voulez, le Sinaï, les autorités égyptiennes, l'administration égyptienne, a toujours donné une priorité aux services en Égypte, dans le Sinaï. Oui. Mais ce qui est bien aussi, c'est l'industrie. Il y a aussi de l'industrie dans le Sinaï. N'oublions pas qu'il y a par exemple, il y a plusieurs usines de ciment. Oui. Il y a depuis toujours l'industrie du pétrole dans le Sinaï. Oui. Mais surtout extraction du pétrole et puis dans le nord également du charbon. Oui. Il y a de manganèse, il y a des sables noirs et tout ça. Mais il faut donc faire à ce que ces matières premières qu'on exporte ou qu'on vend comme matières premières aient une valeur ajoutée importante en les transformant sur place. Donc ça va créer, au lieu de la structure de sociétés bédouines nomades qu'il y a dans le Sinaï actuellement, ça va stabiliser la population autour de centres urbains avec une grande industrie. Oui. Et en même temps, ça va créer d'autres services à côté. Mais parce que les services qu'on développe jusqu'à maintenant dans le Sinaï sont tous autour du tourisme. Que ce soit tourisme intérieur, tourisme national ou tourisme international. Oui. Je vais m'arrêter sur une des déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi hier lors de l'inauguration. Il a parlé de 800 milliards de livres égyptiennes seulement dépensés ou consacrés
à ces projets de renouvellement ou en faveur du sud du Sinaï. On parle des usines de dessalement, on parle des stations de dessalement, on parle de routes, on parle de tunnels, on parle de zones industrielles, on parle aussi de villes résidentielles. 800 milliards de livres égyptiens durant les 5 dernières années. Quand est-ce que pourra-t-on voir le sud du Sinaï avec sa nouvelle face? Moi, j'ai peur, je vous dirais, j'ai peur que le sud du Sinaï crée des villes comme l'Alamein. Ce sera dommage. Parce que le sud du Sinaï est caractérisé par des petites villes, des petites villégiatures pour tourisme, pour visite, pour tout ça. Oui. Mais oui, on parle de grande dans superficie, le nord du Sinaï surtout, oui. qu'il y a le développement industriel et surtout agricole possible. Oui, oui. Et surtout avec donc le canal Al-Salam oui. qui va amener l'eau du Nil, qui commence déjà à amener l'eau du Nil dans le nord du Sinaï. Oui. On a des centaines de milliers d'hectares qui sont cultivables et des terres très fertiles. Et d'ailleurs, il y a aussi, on peut faire des travaux pour hydrauliques pour retenir l'eau de pluie. Il y a des pluies assez importantes, assez abondantes dans le nord du Sinaï, qui va tous à la mer ou dans la montagne. Donc on peut canaliser cette eau de pluie et l'utiliser pour l'agriculture. Donc il y a des choses gigantesques à faire dans ce domaine-là. Oui. Et puis les usines de dessalement, ça sera uniquement pour l'eau potable, ça ne sera pas pour... Pour avoir des réserves d'eau, au moins à la lumière de... Oui, voilà, c'est surtout pour, pour les villages de vacances et les hôtels et tout ça. Ça existait déjà depuis longtemps à Sharm el-Sheikh. Oui. D'accord, on va s'arrêter quelques instants, docteur Yassine, pour suivre un commentaire de notre collègue Sarah El-Maghrabi qui nous parle effectivement de ces plusieurs projets de développement inaugurés hier dans les gouvernorats de Suez et de Sud du Sinaï par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. Et ceci s'est donc inscrit dans le cadre de la volonté de l'État consistant à inaugurer divers projets de services et de développement dans la période à venir. Le chef de l'État a pu mettre en œuvre un certain nombre donc, de projets nationaux en un temps et un rythme record afin de relancer l'économie nationale et contribuer à améliorer le niveau de vie des citoyens égyptiens, notamment les citoyens du gouvernorat de Suez et du sud du Sinaï. Sarah Al-Maghrabi, et je reviens avec mon invité, Dr Yassine Tageldine. Au cours de la tournée d'inspection, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est prêté à une explication détaillée des activités de la compagnie, créée sur une superficie de 250 fédons et regroupant 17 usines, dont 4 pour la production de chlore et de soude caustique, 4 pour la production de pesticides et d'engrais, 4 pour la production de gaz à usage médical et industriel et une usine de production de réservoirs et de tuyaux en fibre de verre. Le président a souligné l'importance de donner la chance aux Égyptiens de continuer aux affaires des compagnies relevant des forces armées à travers la souscription à l'entrée en bourse. Il a émis le souhait que des Égyptiens puissent avoir des actions dans ces entreprises afin d'ouvrir la porte aux citoyens de construire le pays. Ce sera une bonne chance. Le secteur privé s'en félicite. Il ne s'agit pas là de discours politiques, c'est une vérité, a-t-il dit. Le chef de l'État a par ailleurs dit que le peuple égyptien affiche une bonne prise de conscience grâce à laquelle il arrive à réfuter les rumeurs. Le président a demandé au peuple de se mettre en tête que les hostilités à l'égard de l'Égypte vont continuer et que pour y parer, il faut poursuivre le processus de construction et de développement. Le chef de l'État a également souligné que les réseaux sociaux et les médias déchaînent une guerre de remise en cause de toutes choses à mesure que la conscience des Égyptiens accroît. Le président Sisi a tenu à expliquer que les forces armées entretiennent un rôle très important, mais pas aux dépens du secteur privé ni de la société civile. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, le président de la Chambre des députés Ali Abdelal et nombre de ministres et de hauts responsables de l'État ont assisté à la cérémonie d'inauguration.
Docteur Yassine, je vais prendre une aussi de vos phrases. Il y a quelques instants, vous avez cité un exemple français qui dit qu'il faut, enfin sous-entendu, quand on parle construction, on parle d'un développement économique et un développement social. On a témoigné ici dans le cadre du projet national des routes en Égypte, une priorité de ce plan stratégique de 7000 km qui devrait être tracé. Le gouvernement a déjà fini 5000 km déjà entrepris de ces routes, avec 2000 qui sont toujours en cours. Est-ce que aujourd'hui, ce projet national des routes, et même l'Égypte a été classée, elle a eu une bonne classe concernant, dans son classement concernant la sécurité des routes, 90e place. Je viens juste de lire cette nouvelle tout à l'heure. Le projet des routes, ce projet national, c'est 7000 km. On a parlé aussi industrie, on a parlé marchandises, on a parlé main-d'œuvre, on a parlé emploi, on a parlé baisse du taux de chômage. Comment vous regardez ce projet national des routes en parallèle avec les nouveaux projets de développement? En fait, c'est très très important de développer l'infrastructure routière pour justement faciliter le transport de personnes et de marchandises. Mais donc il faut à côté qu'il y ait donc, des personnes et de l'industrie ou de l'agriculture pour produire des marchandises. Oui. Bon, donc les anciennes routes et les anciennes localités, la partie déjà habitée d'Égypte et tout ça, bien sûr, les nouvelles routes trouvent tout de suite leurs besoins, enfin répondent à un besoin existant à cause donc de l'augmentation de la population, l'augmentation de moyens de transport, le nombre de voitures a augmenté terriblement, les gens maintenant se déplacent beaucoup plus qu'avant, donc on a besoin de plus de routes, ça c'est sûr. Les nouvelles routes qui vont apparemment maintenant nulle part, quand même ont leur importance parce que quand on ouvre une route pour aller quelque part, tout au long de cette route, il y a des développements qui se créent tout seuls. Petit à petit, c'est vrai, petit à petit. Oui. Mais justement, le gouvernement a aussi des projets ambitieux, surtout dans le désert ouest de l'Égypte, de faire de nouvelles villes. Désert ouest, oui. Oui, à côté de Dlaba et tout ça, beaucoup de nouvelles villes. Veut faire de cette région nord-ouest de l'Égypte une région qui absorberait à terme à peu près 30 millions d'habitants, avec la nouvelle ville de l'Alamine comme capitale. C'est ça donc le plan d'urbanisme à long terme. Et à mon avis, j'ai peur un peu parce que il faut que le reste suive. Il faut qu'on soit capable de suivre le rythme pour peupler ces nouvelles villes. Parce que pour peupler les nouvelles villes, il ne suffit pas d'avoir des gens, mais il faut aussi avoir des emplois. Et l'agriculture pour que les gens puissent manger. Et du commerce pour que les gens puissent acheter leurs besoins. Et ensuite, et services. C'est un système, vous voulez dire un système complémentaire. Écoles, hôpitaux, docteurs, tout ce que vous voulez, avocats, policiers, enfin, tous les systèmes nécessaires pour qu'une ville puisse vivre. Parce que nous avons un problème dans l'ancienne vallée du Nil, en quelque sorte, entre guillemets. Les villages, qui sont toujours restés des villages, avec une structure de villages, avec une population d'une ville moyenne. Il y a des villages en Égypte qui ont un demi-million d'habitants et qui vivent toujours avec les services des villages. Et ce n'est pas possible. Une ville a besoin, pour être ville, pour qu'on soit... Vous parlez toujours des villages sur les rives du Nil, sur le delta du Nil, je veux dire. Vallée, c'est pour ça que je parle de l'ancienne la vallée du Nil. Voilà, c'est ça. D'accord, moi je veux m'arrêter, docteur Yassine, surtout sur... Je regarde ces nouveaux projets nationaux de développement et je pense toujours à la priorité du gouvernement et du président de la redistribution de la population égyptienne, grâce notamment à ces nouveaux projets routiers, au renouvellement des routes et aussi à l'inauguration de plusieurs nouveaux projets. Redistribution de la population qui est... Le Caire a déjà étouffé. C'est très important
pour dégorger la vallée du Nil, Oui. trop peuplée, c'est sûr. Mais le problème, je ne vais pas aller dans une ville créée dans le désert s'il n'y a pas assez de services de ville, s'il n'y a pas d'emploi. On a déjà quelques exemples de ça. Oui, mais si on regarde la nouvelle capitale administrative aujourd'hui, regardez comment cette nouvelle capitale a tellement attiré de nouvelles offres d'emploi, non seulement non seulement commerce, non seulement agriculture, non seulement Moi, ça construction. c'est un autre problème, parce que ça c'est quand même limité, et puis c'est une ville satellite. Ce n'est pas une ville où les gens vont habiter. D'ailleurs, on parle que les vous parlez de fonctionnaires- nouvelles habitations alors? Voilà, c'est ça. Oui, oui. Ben, une ville intégrée, quoi. Une ville intégrée comme Le Caire, comme Alexandrie, comme Tanta, comme Port Saïd. Une ville, il y a tout. Donc votre souci parle surtout des villages qui sont... Non, ça c'est le village de la vallée du Nil qu'il faut Oui. aussi développer. Oui, oui, Mais, donc, le gouvernement a choisi d'égorger ces villages. oui. Au lieu de laisser un demi-million de personnes dans un village, il y a des gens qui habitent les villages et qui viennent travailler en ville. Il faut presque 100 km par jour pour travailler. Et ça existe malheureusement. Donc ça encombre le moyen de transport, etc. etc. Et c'est coûteux et fatigant. Donc créant de nouvelles villes assez éloignées géographiquement, mais c'est une très très bonne idée, mais il faut que ça soit complété par des emplois suffisants pour tous les habitants. Oui. Et puis les autres services, quoi. D'accord. Je veux vous poser une dernière question, docteur Yassine. Je veux parler de l'entretien aujourd'hui du président Al-Sisi avec le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Ouais. Comment vous voyez aujourd'hui le développement de cette zone économique du canal de Suez? Et très brièvement, parce que malheureusement le temps... Ça, c'est par excellence le projet national de l'Égypte en ce moment, parce que c'est ça qui va vraiment booster l'économie égyptienne et également la société égyptienne, pas seulement parce que les gens, les paysans qui ne savent plus où travailler où trouver du travail pour leurs enfants, quand on le transpose dans le monde industriel, c'est vraiment un pas vers la civilisation qu'ils prennent. D'accord. Je m'arrête quelques instants, chers téléspectateurs, pour suivre un dernier compte rendu concernant une des nouvelles à la une de l'actualité locale, régionale et internationale. Et pour parler du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, à Washington, concernant le barrage de la Renaissance. Monsieur Choukri est parti pour parler de médiation Égypte, Soudan et Éthiopie sur le projet controversé du barrage de la Renaissance. Je vous laisse avec Sarah Al-Maghrabi, notre collègue qui vous donne plus de détails concernant ce projet, et je reviens avec mon invité, Dr Yassine Taguildine. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri participe aujourd'hui à Washington au pourparlers de médiation entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur le projet controversé du barrage de la Renaissance. Selon le ministère des Affaires étrangères, des représentants de la Banque mondiale assisteront aux négociations. L'Éthiopie et l'Égypte ont toutes deux accepté l'invitation des États-Unis à discuter de la nécessité de discuter de l'impasse dans les négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le chef de la diplomatie a commencé hier sa visite par un entretien avec le haut conseiller du président américain pour examiner ce dossier. Sameh Choukri a à cet effet présenté de façon détaillée les efforts égyptiens constants tout au long des 5 dernières années pour parvenir à un accord équitable qui réalise les intérêts égyptiens, soudanais et éthiopiens. Il a également jeté la lumière sur les obstacles entravant les négociations et qui reviennent à la partie éthiopienne. Le chef de la diplomatie égyptienne a notamment salué l'initiative américaine d'abriter la réunion qui rassemble les ministres des Affaires étrangères des 3 pays avec la participation de la Banque mondiale. Les deux responsables ont également examiné les moyens susceptibles de promouvoir les relations particulières entre l'Égypte et les États-Unis afin de les pousser vers de plus larges horizons de coopération bilatérale sur tous les plans. Le chef de la diplomatie s'est également entretenu avec le membre du comité des relations étrangères au Sénat, Lindsey Graham.
Le dossier du barrage de la Renaissance a eu un grand intérêt lors des négociations. Le chef de la diplomatie a examiné les efforts de l'Égypte pour parvenir à un accord qui préserve les intérêts des pays concernés. Il a aussi examiné le développement régional ainsi que la vision de l'Égypte afin de résoudre les crises au Proche-Orient et le rôle égyptien pour parvenir à des solutions politiques pour tous les dossiers de la région et les moyens de confronter le rôle turc dans l'instabilité sécuritaire de la région. Une prochaine édition donc avec Dr Yacine Tagueddine pour parler en détail de ces pourparlers sur le barrage de la Renaissance. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Yacine Tagueddine, d'avoir assisté avec nous à cette émission de direct aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Voilà, donc c'était avec nous Dr Yacine Tagueddine, membre du comité du parti d'Al-Wafd, qui nous a parlé de son opinion concernant ces nouveaux projets de développement nationaux en Égypte, notamment ceux inaugurés cette semaine dans les gouvernorats de Suez et Sud du Sinaï, ainsi que Al-Soukhna, avec les nouvelles usines d'affiliés de produits chimiques. Je remercie l'équipe de rédaction Sarah Al-Maghrabi et à la réalisation Akram Bishara et la production d'Ali Halmi. Merci à tous de nous avoir été avec nous ce soir. Très bonne fin de soirée à tous et on vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de direct. Au revoir.